Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier cours de physique pour la première année bac, le mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. Ce cours est destiné aux deux filières, sciences maths et sciences expérimentales. Avant de donner la définition d'un solide qui tourne autour d'un axe fixe, voyons voir c'est quoi ce mot indéformable. Donc indéformable, ça veut dire tout simplement qu'il ne peut pas être déformé. Et un solide indéformable, c'est un solide qui ne peut pas être déformé. Autrement dit, les dimensions de ce solide ne changent pas. Si je prends par exemple un solide S, je prends deux points de ce solide A et B, la distance entre A et B ne change pas. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons que les dimensions du solide ne changent pas. Ça veut dire que cette distance entre A et B ne change pas. Et c'est un solide donc indéformable. Passons maintenant à la définition d'un solide qui est en rotation autour d'un axe fixe. Un solide possède un mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta si tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation, sauf les points qui appartiennent à cet axe, c'est-à-dire l'axe de rotation, qui sont immobiles. Prenons cet exemple pour comprendre cette définition. Nous avons ici un solide S qui tourne autour de cet axe delta. Donc voici le sens positif de rotation. Si je prends un point de ce solide, comme ce point M ici, donc lorsque le solide est en rotation autour de l'axe delta, ce point M, il décrit une trajectoire circulaire centrée sur l'axe delta. Ceci est vrai pour n'importe quel point du solide. Mais le point ici, I, qui appartient à l'axe delta, à l'axe de rotation, il est immobile, comme je viens de dire dans la définition. Donc les points qui appartiennent à l'axe de rotation, ils sont immobiles. Donc voici la définition d'un solide qui est en rotation autour d'un axe fixe delta. Donc maintenant on va chercher à repérer les points du solide, c'est-à-dire déterminer leur position. Comment déterminer donc la position des points qui appartiennent au solide? Alors, on peut repérer le point M d'un mobile en utilisant les coordonnées cartésiennes, comme vous l'avez vu en tronc commun. Et donc, dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on associe au solide un repère orthonormé, R, O, I, J, K, avec O, c'est l'origine de ce repère, tandis que I, J, K, ce sont des vecteurs unitaires. Donc, la base orthonormée, ça veut dire tout simplement que I, J, K, donc ils ont donc une norme égale à 1, donc la norme de ces vecteurs-là est égale à 1, c'est ça normé. Pour ortho, ça veut dire que IJK, donc ces vecteurs-là, ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. Donc pour déterminer la position du point M, il suffit tout simplement de déterminer le vecteur position OM. Donc OM dans ce cas donc de 3 dimensions, c'est XI plus YJ plus ZK. Avec X, Y, Z, ce sont les coordonnées du vecteur position dans le repère R. Donc ce sont tout simplement les projections du point M sur les axes OX, OY et OZ. X, donc c'est ce qu'on appelle l'abscisse, Y, c'est l'ordonnée, tandis que Z, c'est la cote. Donc juste pour un petit rappel ici, de la norme de ce vecteur position, c'est la racine carrée de X carré plus Y carré plus Z carré. Cependant, dans le cas d'une rotation, il existe deux autres abscisses qui sont plus adaptées pour décrire, ou disons pour déterminer la position d'un point M, d'un solide qui est en rotation, et c'est ce qu'on appelle l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne. Donc commençons par l'abscisse angulaire. Donc dans ce cas, pour étudier le point M du solide, on doit choisir un repère orthonormé, R, O, I, J, K, donc comme dans le cas des coordonnées cartésiennes. Et donc ici, dans ce schéma, nous avons un point M qui décrit donc une trajectoire circulaire centrée sur l'axe delta. L'axe delta ici, donc il faut l'imaginer comme donc s'il sort de l'écran et il entre dans l'écran. Et on doit considérer que le vecteur unitaire K, comme il est porté par l'axe delta, c'est-à-dire qu'on peut étudier le mouvement de tous les points d'un solide seulement donc dans le plan OI, OJ. Donc ici c'est O, c'est l'origine du repère OIJK. Donc, on peut décrire, donc repérer le point M dans le plan OI,
OG, donc c'est-à-dire dans le plan OX, OY. Tandis que le sens positif de rotation, il sera défini par la règle de tire-bouchon. Ça veut dire dans le sens qui amène I vers J. Donc c'est ça le sens positif de rotation. Donc je vais le mettre ici. Ça veut dire que le point M, donc il décrit une trajectoire circulaire dans ce sens-là. Donc, avant de donner la définition de cette abscisse angulaire, on prend la direction de l'axe OX, donc l'axe OX, comme direction de référence. On peut donc choisir OX, on peut choisir ce point-là, M0, qui se trouve sur la trajectoire circulaire. Donc, je vais choisir M0 comme la direction de référence. Et donc, on appelle abscisse angulaire du point M à un instant T la valeur algébrique de l'angle θ que fait OM0 avec OM. Donc, c'est cet angle-là que fait OM0 avec OM. Bien sûr, c'est une valeur algébrique, ça veut dire qu'elle peut être positive ou négative. Et bien sûr, c'est un angle, donc son unité dans le système international, c'est le radian. Donc, une remarque importante dont nous aurons besoin dans les exercices, c'est comment convertir les degrés en radians et vice-versa. Donc, pour le faire, on utilise la relation suivante. Donc, θ en radian est égal à θ en degrés multiplié par pi et divisé par 180. Donc, on va utiliser cette relation pour convertir le radian en degrés et le degré en radian. Voyons voir maintenant un exercice d'application pour calculer l'abscisse angulaire. On obtient un enregistrement à partir d'un mouvement d'un point M, d'un mobile, et on fixe un appareil qui va prendre des photos chaque 40 millisecondes. Le point M prend les positions suivantes, donc les positions qu'on peut voir sur ce rapporteur. Déterminer l'abscisse angulaire du point M mobile à chaque instant. Premièrement, en choisissant OM0 comme référence des abscisses angulaires bien sûr, et deuxièmement, la deuxième question, en choisissant OM3 comme référence des abscisses. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de remplir les deux tableaux, donc répondre à ces deux questions. Je vais vous donner la réponse maintenant. Commençons par la première question, en choisissant OM0 comme référence des abscisses. Donc sur le rapporteur, nous avons les angles en degrés, mais ici, donc, on doit chercher les angles, disons les abscisses angulaires en radians. Donc, dans la première question, puisque OM0, c'est le référence des abscisses, ça veut dire tout simplement que ici, nous avons 0 radian, ou 0 degré. Donc, c'est la même chose pour 0. Donc, ici, θ0 est égal à 0 radian. Donc, l'abscisse angulaire entre OM0 et OM1, donc ça veut dire ici, qu'on va appeler θ1, c'est 10 degrés. Donc, vous voyez ici, c'est 10 degrés qu'on doit convertir en radian en utilisant cette formule. Donc, θ1 est égal à 10 degrés fois pi sur 180. Donc, ça fait pi sur 18. Donc, pour OM1, θ, c'est pi sur 18. Pour M2, donc l'abscisse angulaire, c'est θ2, c'est 20 degrés. Donc, 20 degrés fois pi sur 180. Donc, ça nous donne pi sur 9. Donc, 2 sur 18, c'est 1 sur 9. Donc, c'est pi sur 9. Pour M3, donc c'est cet angle-là, c'est θ3. Donc, c'est 30 degrés fois pi sur 180. Donc, ça, donc ici, c'est juste un brouillon, d'accord? Ça nous donne, donc, 3 sur 18, ça nous donne finalement pi sur 6. Donc, pour M3, c'est pi sur 6. Et ainsi de suite. Donc, pour M4, nous avons 40 degrés. 40 sur 180, ça fait donc 2 pi sur 9. Et pour M5,
c'est 50 degrés. 50 sur 180, ça fait 5 pi sur donc 18. Donc ça, bien sûr, en radians. Maintenant, passons à la deuxième question, en choisissant maintenant OM3 comme référence des abscisses angulaires. Ça veut dire que ici, donc, à OM3, θ, c'est 0, 0 degré ou 0 radian. Donc, à M3 ici, nous avons 0. Maintenant, vous remarquez ici que nous avons choisi le sens positif de rotation dans ce sens-là. D'accord? Donc, si je prends par exemple l'angle, disons l'abscisse angulaire entre M3 et M2, ça veut dire cet angle-là. Donc, ça veut dire que je suis en train de suivre le sens inverse du sens positif. Et donc, puisque dans la définition, nous avons dit que l'abscisse angulaire, il a une valeur algébrique, ça veut dire qu'il a des valeurs négatives. Dans ce cas, puisque le sens de l'angle de l'abscisse angulaire entre M3 et M2 est dans le sens inverse donc du sens positif, ça veut dire ici que nous aurons au point M2 un angle négatif, un abscisse qui est négatif. D'accord? Donc ça veut dire ici nous avons un moins. Et puisque entre M3 et M2, nous avons 10 degrés, parce que ici nous avons 30 et 20, donc ça fait 10 degrés, ça veut dire finalement que nous aurons moins pi sur 18. Donc c'est 10 fois pi sur 180. Donc c'est pi sur 18. Donc, et on continue de la même façon. L'angle entre M3 et M2, donc l'abscisse angulaire entre M3 et M2, donc c'est toujours, il doit avoir une valeur négative parce que donc c'est dans le sens inverse du sens positif. Donc ici nous avons entre M3 et M2 20 degrés, donc 20 pi sur 180, ça nous donne pi sur 9. D'accord? Donc ici c'est moins pi sur 9. Et donc ainsi de suite, pour M0 ça doit être moins pi sur 6. Pour l'abscisse angulaire entre M3 et M4, donc elle va avoir un signe positif parce que c'est le même sens que le sens positif choisi ici. Et puisque nous avons ici 10 degrés, donc ça doit être pi sur 18. Donc c'est pi sur 18. Pour M5, donc ça doit être pi sur 9. Donc essayez de vérifier ces valeurs-là. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires. Passons maintenant pour décrire l'abscisse curviligne. Comme j'ai dit, c'est l'autre façon de repérer la position du point M. On va prendre encore une fois le point M0 ici comme le point de référence. Donc c'est le point d'intersection entre l'axe OX et la trajectoire circulaire du point M. Donc c'est ce point-là. Alors, on appelle abscisse curviligne du point mobile M un instant T la valeur algébrique, donc ça veut dire qu'elle peut être positive ou négative. Donc c'est la valeur algébrique de la distance entre M0 et M. Donc la notation pour l'abscisse curviligne c'est S, donc il dépend bien sûr du temps. Donc c'est la distance entre M0 et M. C'est cet arc-là. Donc c'est la distance de cet arc-là. Bien sûr, puisque c'est une distance, ça veut dire que l'unité dans le système international, c'est le mètre. Donc l'unité. Voyons voir maintenant une application pour calculer l'abscisse curviligne. On va garder le même enregistrement précédent, c'est-à-dire que nous avons utilisé pour calculer l'abscisse angulaire. Déterminer l'abscisse curviligne du point M à chaque instant en choisissant M0 comme référence des abscisses curvilignes. Et deuxièmement, en choisissant M2 comme référence des abscisses curvilignes. Donc, mettez la vidéo en pause et essayez encore une fois de travailler cette application. Pour la première question, donc c'est-à-dire lorsqu'on choisit que M0 comme référence des abscisses curvilignes, je vais choisir aussi le sens positif de rotation dans ce sens-là. Et je vais considérer que chaque petit grade ici
donc il représente 1 mm, d'accord? Parce que maintenant, on cherche des distances, donc l'abscisse curviligne, c'est une distance. Donc je vais considérer que chaque grade ici représente 1 mm. Ça veut dire que la distance entre M0 et M1 ici fait 1 cm, donc 10 mm qui est donc 1 cm. La même chose donc d'ici à ici, donc c'est 1 cm. Donc au point M0, qui est donc le point de référence ici, ça veut dire que le point M n'a pas encore commencé à se déplacer. Dans ce cas, donc nous avons 0. Donc S0, c'est 0 ici. D'accord? Maintenant, M1, ça veut dire l'abscisse angulaire S1 ici. Donc dans ce cas, nous avons 1 cm. 1 cm, donc on doit le convertir en mètres, parce que donc ici, il est demandé en mètres. Donc ça fait 1 cm fois 10 à la puissance moins 2, qui est 0,01. Pour M2, donc 1 cm plus 1 cm, ça fait 2 cm. Donc maintenant, on cherche S2. D'accord? S2, c'est 0,02. Donc c'est 2 fois 10 à la puissance moins 2. Et ainsi de suite. Donc M3, c'est 3 cm, donc qui fait 0,03 m. Pour M4, c'est 4 cm, qui fait donc 0,04 m. Et pour M5, c'est 0,05 m. Bien sûr, dans cette application, et même dans l'application précédente, j'ai choisi ici des valeurs qui sont faciles à lire donc sur le rapporteur. Donc que ce soit pour la graduation externe ou la graduation interne. Donc j'ai choisi les points M qui se trouvent directement sur les valeurs que vous voyez ici sur le rapporteur. Mais vous pouvez trouver dans les exercices des valeurs qui sont par exemple ici, des valeurs qui sont ici. Donc il faut faire attention dans les exercices où vous avez des points M qui se trouvent sur des points qui ne sont pas faciles à lire. Donc maintenant, passons à la deuxième question, lorsque M2 est choisi comme référence des abscisses curvilines, ça veut dire ici. Maintenant, M2. Pour M2, maintenant, c'est 0. Donc S2 maintenant, c'est 0 mètres. D'accord? Et de la même façon que nous avons vu pour l'abscisse angulaire, puisque le sens positif de rotation est dans ce sens-là, donc de M2 vers M1, donc ça doit avoir une valeur qui est négative, donc dans le sens inverse du sens positif. Donc pour M1, nous avons ici un moins. Moins donc 1 cm, ça fait tout simplement moins 0,01. Et de M2 vers M0, donc ici, c'est moins 0,02. Et entre M2 et M3, ça veut dire ici maintenant dans le même sens du sens positif. Donc ici nous avons S3 qui est 0,01. Donc ici, d'ici à ici, nous avons 1 cm. Ici donc et pour M4, donc c'est 0,02. Pour M5, c'est 0,03. Donc vérifiez que ces valeurs sont correctes. Parmi les relations les plus importantes dans ce cours, c'est la relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne. Donc nous savons que le point M il a une trajectoire circulaire lorsque le solide est en rotation. Ça veut dire que le point entre le centre, disons entre l'axe de rotation et le point M, peut être considéré comme le rayon d'un cercle. D'accord? Et donc l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire, ils sont proportionnels, ils sont reliés par la relation que vous voyez ici. Donc S égale à R fois θ. Donc S, l'abscisse curviligne, égale à le rayon de la trajectoire circulaire multiplié par l'abscisse angulaire θ. Donc cette relation à retenir parce qu'on va l'utiliser beaucoup dans les exercices. Passons maintenant pour décrire la vitesse angulaire. Alors, comme j'ai dit, au cours du mouvement de rotation d'un solide S, le point M du solide décrit un mouvement circulaire centré sur l'axe delta de centre O et de rayon R égale à OM. Soit M1 ici, la position du point M à l'instant T1 et M2, la position du point M à l'instant T2. Et nous avons donc l'abscisse angulaire entre M0 et M1 ici, donc c'est θ1. Et je vais noter l'abscisse angulaire entre
M0 et M2 par θ2. Donc au cours de la durée delta t, donc je vais noter delta t égale à T2 moins T1. Ça veut dire entre l'instant ici et l'instant ici. Donc au cours de cette durée, delta t égale à θ2 moins T1, le point M, il parcourt l'arc, cet arc-là, M1, M2. C'est l'abscisse curviligne, M1, M2. Et dans ce cas, le solide tourne d'un angle delta θ égale à θ2 moins θ1. Donc c'est l'angle balayé entre les instants T1 et T2. Donc ça, c'est delta θ. C'est θ2, donc il est clair que cet angle-là, c'est cet angle-là moins cet angle-là. Donc si je prends θ2 et j'élimine θ1, donc il me reste delta θ. Alors, on définit la vitesse angulaire moyenne, qui est notée donc par cette lettre, oméga m, du point M entre les instants T1 et T2, par la relation suivante. Oméga m, la vitesse angulaire moyenne, c'est le rapport entre delta θ, donc c'est l'angle balayé entre les instants T1 et T2, divisé par delta t, qui est donc la durée nécessaire pour parcourir cet arc-là, pour parcourir cette distance. Donc c'est delta θ sur delta t. On peut écrire aussi θ2 moins θ1 sur t2 moins t1. Donc cette relation à retenir, c'est une relation très importante. Donc c'est la définition de la vitesse angulaire moyenne. Voyons voir une application pour calculer la vitesse angulaire moyenne. Donc nous avons ici un moteur de voiture atteint 5000 tours par minute. Calculer la vitesse angulaire du moteur dans le système international. Donc dans le système international, ça veut dire qu'il faut convertir les tours ici en radians et les minutes en secondes. Donc nous savons qu'une minute d'abord est égale à 60 secondes. Donc ça veut dire que delta t dans ce cas, c'est 60 secondes. Et nous savons que delta θ, c'est l'angle balayé entre deux instants. Et donc il est donné aussi par cette relation-là, c'est 2π fois n, avec n représente le nombre de tours. Donc nous savons qu'un tour complet autour d'un cercle, c'est 2π. Un tour complet ici, un tour, ça veut dire que n égale à 1. Donc si je remplace ici n par 1, j'obtiens tout simplement 2π. Et pour les 5000 que nous avons ici dans l'exercice, dans l'application, nous avons donc delta θ est égal à 2π fois 5000 tours. Donc maintenant, puisque nous avons ici 2π radians, donc on a converti le nombre de tours en radians. Donc ce qu'il reste, c'est tout simplement d'appliquer la relation de la vitesse angulaire moyenne. Donc nous avons nous avons oméga m est égal à delta θ sur delta t, ce qui nous donne 2π fois 5000 divisé par 60, et on trouve finalement 523,6 radians par seconde. Donc ici radians. Donc ça c'est juste un exercice d'application. On va voir d'autres exercices où on peut calculer la vitesse angulaire moyenne. Passons maintenant pour décrire la vitesse angulaire instantanée. Donc la vitesse angulaire instantanée d'un solide à l'instant t, donc on marque ici en nous disant à l'instant t. Ça veut dire que cette vitesse-là, elle se calcule pour un instant précis, d'où le mot instantané ici. Donc cette vitesse, elle se définit comme la vitesse angulaire moyenne du solide, donc elle ressemble à la vitesse angulaire moyenne, mais
il se calcule pendant une brève durée. Donc c'est ça la différence. Une brève durée, autour de la date t. Donc pour comprendre ce que je viens de dire, on va utiliser cet exemple ici. On considère T1 et T3, deux instants qui sont très proches l'un de l'autre. Et ces deux instants, ils encadrent l'instant T2. Donc ces deux instants, ils sont très proches et de plus, il y a un instant entre eux, c'est T2. Dans ce cas, l'arc M1, M3, que vous voyez ici, parcouru par le point M, est confondu avec cette corde-là, M1, M3. D'accord? Dans ce cas, le solide, il tourne de l'angle delta θ. Donc c'est quoi delta θ? C'est tout simplement θ3 moins θ1. Donc vous voyez ici que θ1, c'est l'abscisse angulaire entre OX et OM1. Nous avons θ2 qui est l'abscisse angulaire entre OX et OM2. Et nous avons θ3, c'est donc l'abscisse angulaire entre OX et OM3. Si je prends θ3 et je soustrais θ1, il me reste cet angle-là, delta θ, qui est entre M1 et M3, entre les instants T1 et T3. Donc dans ce cas, la vitesse angulaire instantanée du point M2, comme j'ai dit, c'est une vitesse qui se calcule pour un point précis, pour un instant précis. Donc pour le point M2, la vitesse angulaire instantanée est donnée par cette formule-là. Donc normalement, c'est delta θ sur delta t. Et comme j'ai dit, delta θ, c'est θ3 moins θ1. Donc c'est ça. Et bien sûr, delta t, c'est la durée nécessaire pour parcourir cet arc-là. Donc c'est θ3 moins, c'est T3 moins T1. Donc pour voir la différence avec la vitesse angulaire moyenne, donc la vitesse angulaire moyenne, c'était oméga m égale à delta θ sur delta t. Donc ça, c'est toujours entre deux instants donnés. Mais remarquez ici qu'on calcule ça, la vitesse angulaire moyenne, la vitesse angulaire instantanée, pardon, pour un point précis et donc pour un instant précis. Et les instants qui encadrent cet instant-là, ils sont très proches l'un de l'autre. Donc c'est ça la différence, comme j'ai dit, la brève durée que vous voyez ici dans la définition. D'une manière générale, donc ici j'ai pris l'exemple de cet instant T2, mais on peut écrire une formule qui est plus générale. Donc d'une manière générale, on définit la vitesse angulaire instantanée d'un point M par la relation suivante. Donc bien sûr, vous pouvez vérifier donc cette équation en remplaçant ici I par 2 et vous allez trouver exactement cette formule-là. De plus, donc, pour être sûr de cette définition-là, si je vous demande par exemple de calculer oméga 3. Oméga 3, ça veut dire la vitesse angulaire instantanée au point M3. Donc vous allez utiliser M2 et un autre instant ici. Ça veut dire que cet instant-là, il doit être encadré par deux autres instants. Donc si je vous demande par exemple de calculer la vitesse angulaire au point M1, vous allez prendre M2 et un autre point ici, par exemple M0, et l'instant T0 et T2, et l'encadre T1 dans ce cas. D'accord? Ça veut dire, donc d'une manière générale, la vitesse angulaire instantanée pour un point précis. Donc vous allez considérer les deux instants qui encadrent l'instant en question. Pour T2, donc nous avons T1 et T3. Donc ce sont deux instants qui encadrent 2. Donc l'instant T2. Si je prends par exemple T3, les deux instants qui encadrent T3, ce sont T4 et T2, avec la condition que T2 et T4, ils sont très proches. D'accord? Donc voilà la différence entre la vitesse angulaire moyenne et la vitesse angulaire instantanée. Donc l'unité pour la vitesse angulaire instantanée, c'est le radian par seconde, c'est comme la vitesse angulaire moyenne. Passons maintenant pour décrire la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Rappelons d'abord la vitesse, c'est quoi la vitesse linéaire? La vitesse linéaire, ou ce qu'on appelle aussi la vitesse tangentielle du point M à l'instant t, c'est le quotient de la longueur de l'arc M1, M2 parcouru par le point M pendant la durée delta t. Donc c'est le rapport entre M1, M2, l'arc M1, M2 qui représente l'abscisse curviligne par donc la durée delta t
nécessaire pour parcourir cet arc ou cette distance, ou donc l'abscisse curviligne. Donc voici donc un schéma approximatif qui décrit donc cette relation mathématique. Donc la vitesse linéaire, c'est delta S sur delta T. Donc du point M0 que vous voyez ici vers M1, nous avons donc le point M a parcouru cette abscisse curviligne S1, et de point M0 jusqu'à M2, le point M a parcouru S2, l'abscisse curviligne S2. Donc si je prends S2 et je soustrais S1, il me reste cette distance-là, qui est delta S, donc l'abscisse curviligne entre M1 et M2. Donc ici ce que j'ai dit ici, donc l'arc M1, M2 est représenté ici par l'abscisse curviligne delta S. Et la vitesse linéaire, donc ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est que la vitesse linéaire, c'est delta S sur delta T, tout simplement. Alors, on sait que S égale à R fois θ, donc c'est la relation que nous avons établie auparavant, c'est la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Donc à partir de cette relation, on peut écrire que delta S, donc delta S est égal à R fois delta θ. Donc vous savez que delta, elle représente une variation. Donc pour delta S, c'est une variation entre S2 et S1. Pour delta θ, donc c'est la variation entre θ2 et θ1. Et puisque R, donc c'est le rayon de la trajectoire circulaire, donc il ne varie pas, et donc je ne peux pas écrire ici delta R. Maintenant, donc on va utiliser cette équation-là, l'équation donc de la vitesse linéaire. Donc nous avons V égale à delta S sur delta T. Et je vais remplacer delta S par cette expression-là. Donc ça nous donne R fois delta θ divisé par delta T. Donc rappelez-vous que delta θ sur delta T, c'est l'expression que nous avons vue ici. Donc c'est la vitesse angulaire moyenne. D'accord? Donc je vais remplacer delta θ sur delta T par oméga m, ou bien oméga tout simplement. Donc ça nous donne R fois oméga. Donc finalement, je vais écrire l'expression suivante. Donc la vitesse linéaire V est égale à R, donc le rayon de la trajectoire circulaire, fois oméga, qui est la vitesse angulaire. Donc cette relation, c'est une relation à retenir. Elle est très importante, on va l'utiliser beaucoup dans les exercices. Donc pour les unités, comme d'habitude, V, la vitesse linéaire, c'est en mètres par seconde. R, donc c'est le rayon, donc c'est en mètres, c'est une distance, tandis que oméga, c'est le radian par seconde. Donc finissons cette première partie par cette remarque qui est très importante. Le solide étant par définition indéformable, donc ça veut dire qu'on ne peut pas déformer ce solide, ça veut dire que ses dimensions ne changent pas. Donc dans ce cas, tous les points du solide ont la même vitesse angulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le point que je vais choisir donc de ce solide-là par exemple, peu importe donc le point, la valeur de la vitesse angulaire est toujours la même. Si je prends le point M0 ici, donc ça c'est le rayon, donc si je prends le point M0 et je calcule oméga 0, puis donc je calcule oméga 1 pour le point M1, puis je calcule oméga 2 pour M2, je vais trouver que oméga 0 égale à oméga 1 égale à oméga 2. D'accord? La vitesse angulaire ne change pas pour un solide qui est donc indéformable. Pour un solide qui est indéformable, tous ces points ont la même vitesse angulaire. Cependant, pour la vitesse linéaire, V, elle dépend de l'éloignement par rapport à l'axe de rotation. Ça veut dire quoi? Si je prends un point ici, que j'appelle par exemple le point A, donc la trajectoire circulaire de ce point A
est différente, par exemple, de la trajectoire circulaire pour le point M0 ici. Et donc, vous voyez ici que nous avons le rayon donc R entre O et M0, tandis que pour A, nous avons le rayon, par exemple, disons RA. D'accord? Bien sûr, RA est différent de R. Et en utilisant cette équation-là, donc la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, puisque la vitesse angulaire ne change pas pour tous les points du solide, donc elle est constante, et donc c'est le rayon qui change. Puisque le rayon il change, donc la vitesse linéaire change aussi. Donc la vitesse linéaire dépend de l'éloignement par rapport à l'axe de rotation. Ça veut dire qu'il n'est pas constante, il change lorsqu'on change la distance entre le point du solide et l'axe delta, donc l'axe de rotation qui est confondu souvent avec donc l'origine du repère qu'on choisit. Donc, ce qu'il faut retenir de cette remarque, c'est que le solide étant indéformable, tous ces points ont la même vitesse angulaire, et pour la vitesse linéaire, elle dépend de l'éloignement par rapport à l'axe de rotation, donc elle est différente pour les différents points du solide qui ont des trajectoires circulaires différentes, ça veut dire qu'ils ont des rayons différents.